spontaneity. Hello, and welcome to the channel where today we have two people. On va pas continuer en anglais, on continue comme ça en français. On a deux invités, enfin oui, deux artistes, deux amis artistes. Je les ai choisis parce qu'ils ont tous les deux participé à l'exposition à l'aéroport qui s'appelle Les Murs Galeries. Donc ils nous en parleront un peu. C'est pas vraiment une émission d'actualité, donc on va plus parler d'art, etc. Mais ils nous diront un petit peu leur expérience sur ça, mais aussi en général sur leur travail. On va voir si on peut un peu les découvrir, savoir pourquoi ils peignent, depuis combien de temps, à quoi ça sert, ou si ça sert à quelque chose. On commence par San. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Ouais, en fait, Sandrine Soubalak, San. Sandra ou Sandrine? Sandrine. En fait, c'est juste, on a pris l'habitude de m'appeler San, c'était plus court. Ça m'allait très bien. Et en fait, je suis artiste peintre. Pourquoi artiste peintre? Parce que je ne fais pas que peindre. Je sculpte aussi un peu. Je fais un peu dans la déco. Et les bijoux? Et aussi dans les bijoux. Ce que tu portes, c'est toi? Oui. Là, ce que je porte à l'oreille, c'est moi. Et le collier? Le collier, c'est mon ami. Comment il s'appelle? Tony Boyer. Tony Boyer. Hello, Tony. Fausse. Il va apprécier. Et en tant que artiste peintre, je suis dans la création. Après, qu'est-ce que je peux dire? Après, il faut qu'on développe. Non, on va développer tout à l'heure, mais voilà. Tu peux nous dire vite fait. Mais donc, du coup, tu es né ici? Oui, je suis née. Études dans la montagne, tu m'as dit? Études au centre d'art plastique de la montagne, à l'école des beaux-arts de Saint-Étienne. Et après Saint-Étienne, après les Beaux-Arts de Saint-Étienne, tu es resté traîner à Saint-Étienne? Oui, je suis resté traîner à Saint-Étienne pendant 2 ans. Tu es resté à Paris un peu? Non? Oui, j'ai travaillé. Enfin, je travaille avec des commandes, avec des gens. Non, mais est-ce que tu étais à Paris? Tu as fait Saint-Étienne, Paris, Guadeloupe, ou tu as fait Saint-Étienne, Guadeloupe? Saint-Étienne, Guadeloupe. Direct, ouais. All right. Parce que quand je suis... Ouais. On va continuer. Okay. Camoun, comment tu vas? Très bien, très bien. Et donc, toi, tu es plutôt... Je ne vais pas dire plutôt graphiste, mais tu es graphiste et artiste, ou artiste et graphiste? Je dirais plutôt artiste numérique. Artiste numérique. Avec artiste numérique, avec un point fort en tout cas. J'ai travaillé en tant que graphiste et je continue toujours actuellement d'un point de vue indépendant. Mais sinon, ma pratique tourne autour vraiment du numérique. Et donc, le truc aussi, mais est-ce que tu as fait de la peinture ou pas? Je veux dire, avec des pinceaux. Lors de mes études. Lorsque j'ai fait mes études en licence et lycée également, à Paris 8. Paris 8, ok. Ouais, à Paris 8. Là, j'avais une pratique qui était beaucoup plus classique, puisqu'à l'époque, le numérique, c'était vraiment quelque chose de très très lointain, et c'était pas dans l'air du temps non plus. Mais tu es né en France? Exactement. De parents guadeloupéens, tout à fait, ouais. Arrivé en France par le Bumidum, tu m'as dit. Exact. Et tu travailles sur ça, ou tu es en train de réfléchir à cette histoire du Bumidum en ce moment dans ton travail artistique, c'est ça? Non, je réfléchis sur toutes ces interrogations concernant en tout cas l'histoire des Antilles. Avec mon retour, si je peux dire, depuis 4-5 ans, donc un nouveau regard, puisque j'avais un regard plus en tant qu'adolescent, tu viens en vacances, et c'était un autre territoire. Mais depuis que je suis retourné au pays, c'est vraiment prendre connaissance du patrimoine, j'ai envie de dire, historique, social. Et c'est vrai que toute cette interrogation-là, je le réinterroge, je le réinvestis en tout cas dans mon travail. Est-ce que ça te fait regarder tes parents différemment? Différemment dans quel sens? Tu comprends mieux ce qu'ils te disaient quand tu étais petite, alors que tu comprenais pas pourquoi ils te répétaient ça? Non, je pense que j'ai compris très tôt. J'ai compris très tôt que ma mère en particulier est venue par le Bumidum. Après, non, mais je veux dire la Guadeloupe en général. Parce qu'en fait, t'es né et t'as vécu en France. Tout à fait. Ouais. Tu connais Iwan? Qui? Iwan. Non, tu vois pas qui c'est? Le graffeur. Street art, ouais. Le street art, je le connais juste de nom. Ben lui, c'est pareil, il est d'ici, mais il est né là-bas. Il est rentré, il est rentré, mais il a c'est pas comme ça, nous, moi, où dont nous on est né ici, on a vécu, on a grandi ici, on est parti de faire nos études, et puis moi je suis resté traîner un petit peu plus longtemps, et puis je suis rentré, tu vois. Mais toi, en fait, t'es né et t'as vécu là-bas, et t'es rentré après, t'as décidé d'entrer, quoi. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement.
Après, non, quand tu disais, est-ce que j'ai compris dont ils me parlaient, en tout cas mes parents, je pense que j'ai toujours un regard indirect au-delà des vacances sur tu sais, le côté basique des choses. Je dis toujours d'un point de vue histoire. Quand on parle des Antilles, Antilles égale période de l'esclavage. Donc tu as toujours cette première approche historique. Et après, c'est en grandissant par ta curiosité que tu rentres davantage dans les différents mouvements, les différentes périodes. Mais 60, c'est un premier raisonnement. Et au fur et à mesure, tu creuses naturellement. En fait. Quand tu dis en grandissant, tu veux dire carrément en grandissant dans ta vie d'adulte, quoi. Exactement. C'est pas en grandissant depuis petit, c'est-à-dire que tu deviens adulte, machin, et quand tu commences à atteindre une certaine autonomie, à la fois de pensée, que tu as déjà naturellement en tant qu'adolescent, mais aussi de vie, quoi, je veux dire. C'est ça. Du coup, tu commences à repenser tout ça. Exact. Mais alors, du coup, tu es devenu artiste comment, alors, dans le froid? C'est un accident, un pur accident professionnel. En fait, ça se passait dans 2 temps, je dis souvent. C'est que en 2014, je faisais du management culturel au sein d'une association d'artistes. Tu étais déjà passer à Paris 8 ou Paris 8 vient après? Ah non, c'est longtemps après Paris 8. C'est peut-être... puisque j'ai travaillé dans le social pendant une quinzaine d'années, c'était entre mes 15 et 20 ans d'années professionnelles. Donc à Paris 8, tu avais une pratique artistique scolaire, disons, ou d'étudiant, disons. Voilà, d'étudiant. Et après, tu es rentré dans la vie active en tant qu'encadrant culturel, quoi, disons. Non. Pas tout de suite, mais tu as aussi fait ça. C'est vraiment sur ma fin de ma carrière professionnelle. D'accord. Lorsque j'ai quitté Paris 8, j'ai eu une expérience dans le social qui a fait que je suis resté dans le social et j'ai évolué professionnellement dans le social pendant une quinzaine d'années, dans différents postes en fait. À la fois au départ, c'était de l'accompagnement scolaire, médiation scolaire, médiation. Et après, au fur et à mesure, c'était accompagnement de jeunes adultes vers l'emploi. Et vraiment sur la fin, lorsque j'ai repris une première pratique artistique par le graphisme, parce que j'étais déjà graphiste depuis quelques temps, c'est quand je faisais du management culturel au sein d'une association d'artistes, justement à La Réunion, où, comme il y avait une forme d'ébullition, en fait, j'ai rencontré plein de monde, j'ai retrouvé un ami d'enfance aussi. Son étant mort, c'est là que j'ai commencé à reprendre le dessin. D'accord, donc tu es un jeune artiste. Très jeune. Mais toi aussi, ta pratique artistique est un peu en dents de scie, c'est-à-dire que tu travailles, tu arrêtes un peu, tu reviens, tu remachin. En fait, je ne me suis pas arrêtée, en fait. Je me suis arrêtée de peindre pendant un moment, mais je ne me suis pas arrêtée j'ai pas arrêté la pratique artistique. Ça m'a permis de toucher à la sculpture, de toucher aussi au design, au luminaire et de toucher à d'autres matériaux, en fait. Parce que là où la toile ne répondait plus à mes attentes, on va dire, pendant un laps de temps, je cherchais l'inspiration à travers le verre, à travers d'autres matériaux. En fait, je ne me suis pas arrêtée. De toute façon, je ne m'arrête pas. Quel que soit ce que je fais, je ne m'arrête pas de créer. Donc tu es dans une sorte de recherche constante de créativité. Et donc ça prend la forme que ça prend au moment T, quoi, disons. Oui, ça prend la forme que ça prend, mais ça permet aussi effectivement de se retrouver et de... Non, mais je veux dire par rapport au fait que tu es différents matériaux, quoi. Par exemple, Camoun, il est pratiquement uniquement sur l'ordinateur. Exactement, voilà. C'est mon seul... Exactement. C'est mon médium de base. Alors que toi, tu peux faire du verre, du bois, de la peinture, et même dans ta peinture, même parce que ta peinture voilà. Mais ce matin, on discutait un petit peu, alors par rapport aux œuvres que tu fais, mais notamment, il y a des sauts comme ça dans le figuratif et qui reviennent un peu. L'abstrait, c'est un gros mot pratiquement, mais des choses, disons, plus abstraites, et puis après le figuratif. Et donc, toi, tu m'expliquais que le figuratif, que tu avais le sentiment que le figuratif t'empêchait d'aller plus loin. Alors, ça m'a intéressé parce qu'on avait Féliline Lucol, dont tu connais certainement le travail la dernière fois, et elle a gagné sa vie pendant plus d'une dizaine d'années à Walt Disney ou Disney World, en faisant des portraits, mais du coup, des portraits un peu comme les portraitistes de Montmartre ou de Central Park.
Et une des questions que je lui ai posées, alors elle voit ça un petit, elle parle pas de ça en termes d'obstruction de la créativité, et elle est quand même assez fière de ses capacités, de son talent de portraitiste. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'elle n'a pas décidé sur lequel qu'elle n'a pas décidé de continuer en rentrant en Guadeloupe. Et effectivement, sa pratique est devenue une pratique plus proche des matériaux. Et moi aussi, j'ai jamais été très bon dessinateur à l'école, etc. Mais quand je m'y suis mis, j'arrivais à dessiner relativement bien. Mais j'ai toujours eu ce sentiment que, à force de dessiner des objets qui sont devant soi, eh ben après, pour commencer à peindre une feuille blanche et qu'on a rien, on n'a pas de support, qu'on est un petit peu, pour moi j'étais un petit peu perdu, ça obstruait ma capacité à créer, si tu veux, tu vois. Mais toi tu dis que ça t'empêche pas de créer, mais que ça t'empêche d'aller plus loin. Oui, ben en fait effectivement, oui, le figuratif, oui, dans la pensée en tout cas, pour moi le figuratif c'est comme un exercice, comme je te disais en fait. C'est quelque chose que je vais faire, que je vais pratiquer, que je vais regarder, mais la vibration, ça n'apporte en moi aucune vibration. C'est-à-dire que je vais le faire pour le faire, je vais le faire comme un exercice, je vais le faire comme quelque chose de beau. Je vais le faire comme quelque chose que je vois, mais pas comme quelque chose que j'interprète. Alors que... Mais quand par exemple l'œuvre qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il y en a deux, hein, mais il y en a une qui s'appelle Préfabriqué, je ne sais pas si on l'aura à l'écran, et l'autre qui s'appelle Amniotique. Oui. Voilà. Et donc c'est vrai qu'une œuvre comme ça, comme Amniotique par exemple, c'est difficile de la faire si on est un artiste figuratif, quoi. C'est-à-dire que ben, c'est difficile, enfin pour moi en tout cas. Alors, est-ce que difficile c'est le bon mot? Mais pour moi en tout cas, amniotique, c'est pas quelque chose qui se traduit en images, qu'on pourrait prendre une photo, quelque chose de très carré, une maison, une pluie. Parce que imaginons, quelqu'un qui est un artiste ou un illustrateur, disons. Parce que c'est une question aussi qui m'intéresse souvent. On pourrait en parler d'ailleurs par rapport à ton travail. La question de l'illustration. À quel moment le dessin est une illustration et à quel moment le dessin saute pour devenir une œuvre d'art, tu vois? Et donc, par exemple, si on demande à un illustrateur si on lui dit voilà, le thème c'est amniotique ou le liquide amniotique. Toi, ton œuvre, le titre c'est amniotique ou liquide amniotique? Amniotique. Donc on pourrait imaginer si tu veux une femme, ou par exemple on pourrait imaginer un plan sur des pieds d'une femme qui est debout et une flaque au sol par exemple. Oui. Et si tu veux, c'est notre première rencontre, nous en tant que spectateurs, hein, disons qu'on est extérieur à la personne qui est enceinte. Et donc la première manifestation qu'on peut voir nous, ce serait de voir une sorte de flaque entre les jambes de la femme, quoi. Mais ça, ce que tu dis, c'est que ça t'empêche, qu'une illustration pareille t'empêche d'aller plus loin dans ce que le liquide amniotique pourrait représenter pour toi. Oui, ben en fait, disons, oui, le liquide amniotique ne s'arrête pas à une image. En fait, quand je peins, c'est pas... Ça va au-delà de ça, en fait. Ça va au-delà de ça, c'est un ressenti. Le fait d'avoir une image, d'avoir un truc carré, je m'arrête là. Alors que, oui, amniotique, c'est très vaste. C'est très vaste. Et en plus, comme tu dis, certains peuvent le représenter comme ça. Ce serait effectivement, qui dit amniotique, dit une femme, dit la perte de liquide et tout ça. Mais... certains aussi peuvent le représenter d'une autre manière. Est-ce que amniotique, c'est vaste pour toi, Camoun? On a le premier réflexe justement quand on entend amniotique, liquide amniotique. Après, du symbole, est-ce que c'est vaste ou est-ce que c'est plutôt précis?
Non, c'est plutôt précis. C'est plutôt précis, mais après dans son interprétation, sa définition, c'est vraiment en fait voilà, c'est l'intention que met, j'ai envie de dire, on va dire le dessinateur ou le créateur pour traduire liquide amniotique. Une personne, quand tu parlais d'illustration, qui ne ferait que de l'illustration ou de la bande dessinée, serait vraiment dans une représentation des faits, sans mettre du symbole pour autant en fait. Alors que la démarche artistique va pouvoir peut-être te faire une illustration, mais dans cette illustration, on va cacher quelque chose, il y aura une force symbolique qui va justement dégrader justement la représentation première qu'on se fait du mot, en fait. Tu avais vu celui-là ou pas? Oui, voilà. Je la connais. Mais quand tu peins ça, tu peins ça comment? Parce qu'on a presque l'impression de... moi, quand je regarde, on a presque l'impression d'une... J'ai l'impression... Quand je regarde le tableau et que j'ai le titre en tête, j'ai l'impression presque que la femme vient de se lever et qu'on a pris le drap et on l'a accroché au mur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et que c'est ce qui reste du liquide amniotique, mais de ce qui en est suivi. Je veux dire, quand tu vois le liquide amniotique, après, ce qui vient après, c'est difficile si tu veux, de dissocier le liquide amniotique de ce qui va se passer, quoi. Non, vas-y. Alors, peut-être par rapport à ce que tu dis, c'est parce que tu es dans ou de la manière dont tu le vois, c'est la représentation, en fait, première du liquide amniotique. C'est-à-dire, comme si on parlait d'un accident de voiture. Accident de voiture, on voit des débris, peut-être une personne ou autre. Mais dans la représentation qu'on pourrait faire d'un accident de voiture, ce serait peut-être tout simplement deux cailloux, un en bon état et l'autre cassé, qui fait que l'imaginaire travaillerait différemment, en fait. Mais dans ce cas-là... Mais en fait, dans ce cas-là, moi, à mon niveau, c'est que je vois ce que tu dis, mais je vois peut-être tout le processus avant, en fait. Tu veux dire de processus pas de création ou de création de l'œuvre? Alors, pas de création de l'œuvre, le processus de la symbolique du mot liquide amniotique. Et c'est quoi le processus d'avant? Parce que... le processus d'avant, si on reste terre à terre par rapport entre guillemets à l'accouchement, tout ce qui se déroule derrière. Et du coup, ça serait plus un instantané sur justement ce temps-là, en fait. Est-ce que toi, tu as voulu que ça soit un instantané ou tu as voulu qu'on parle d'après? De l'après? Moi, je pensais effectivement, à l'après. Je pensais à ce que... Après, ce que découle, en fait, une fois que le liquide amniotique est perdu, c'est ce qu'engendre le liquide amniotique. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre une vie. Ça engendre... et non seulement, justement, avant d'engendrer cette vie-là, c'est aussi quand même la vie qui est portée pendant 9 mois, où cet enfant, enfin cet embryon, se sent en protection, se sent aimé, choyé, et ce liquide aussi... c'est pas un liquide dans lequel il va se noyer. Au contraire, c'est un liquide dans lequel il est choyé, un liquide dans lequel il est hors monde, à ce moment-là où il n'a pas encore rencontré tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est un liquide, je ne sais pas s'il le prépare à affronter la vie extérieure, mais en tout cas, c'est un liquide, c'est le premier liquide, je pense que c'est le liquide le plus cher. Mais là, tu nous donnes la version tous, parce que quand je regarde ça, c'est pas ça que je vois. Tu vois une version hard, toi? Je vois une version hard. Je sais pas si c'est hard. Tu penses que c'est hard? En tout cas, ça n'a pas l'air paisible. Tu vois une version paisible. Tu vois l'extraction, en fait. Moi, je vois... Un temps pas de l'acte, mais un temps du processus. Disons que plusieurs choses. La première chose, c'est que... quand je regarde le tableau ne me dit pas, ne crie pas, si tu veux, de happy ending. Tu vois? Est-ce que c'était ça aussi? Enfin, s'il n'y a que Sam qui pourrait nous dire. Ou peut-être qu'elle le sait pas. C'était ça, l'intention, la finalité, le regard qu'on devait avoir. En fait, quand j'ai fait cette toile, non, c'est pas une toile, j'ai fait cette peinture parce qu'elle est sur papier, je l'ai faite par terre, en fait. Et là où on voit, parce qu'en fait, le processus de la toile a été, j'ai travaillé avec de la résine
que j'ai fait couler, très Entre tes en jambes. douceur, en fait. Presque, puisque effectivement, Presque j'étais... Oui. Je vais peut-être... Oui, enfin, vas-y, mais tu lève-toi vite fait. On va Oui, prendre voilà. une photo. Oui, en fait, j'étais... Voilà, la peinture était par terre, et moi, effectivement, je faisais couler, mais très Et donc- en douceur, en fait. Donc tu avais l'impression d'enfanter le tableau. En tout cas, de créer. On peut dire enfanter, effectivement. Mais c'était vraiment de la douceur, sans aucune agressivité. Et effectivement, je pensais à ce liquide chaud, ce liquide, vraiment, ce truc. Et je pensais pas à Comment la tu sais qu'il est chaud? projection. Parce que j'imagine, comment est-ce qu'un enfant pourrait Je ne sais pas. rester dans un liquide glacé et pas un cocon. Donc s'il est chaud, c'est qu'il est frais. Peut-être. Enfin, il n'est pas froid en tout cas. Non, il n'est pas froid, c'est sûr. D'accord. Enfin, je Et dis c'est donc, sûr. Effectivement, je ne me rappelle pas. qu'est-ce que nous, on doit... Donc, amniotique, d'amniotique, il ne nous reste que le... Est-ce que moi, j'y vois le drap séché de quelque chose qui s'est passé, mais on n'a Mais pas... c'est beau, non? Parce que oui, mais on sait pas la finalité. Et honnêtement, c'est un petit peu rouge quand même. Oh. Non? Mais rouge ne veut pas dire Non, oui. Violence, ne veut pas dire sang, ne veut pas Est-ce que dire... rouge veut dire violence? Non, pas forcément. pas Le rouge forcément. peut être présenté comme une victoire. Ça veut pas dire... Après, c'est toujours l'intention de l'artiste qui va déterminer le code des couleurs. Mais parfois l'intention n'est pas... Comment dirais-je? On dit comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire que l'intention n'a pas raison, Oui, forcément. parce que on fonctionne aussi avec des codes, je veux dire entre guillemets occidental. Le rouge égale du sang, le bleu égale le ciel, et du coup, Par exemple. dès qu'on voit ça dans des œuvres ou dans des dessins, dans des peintures, on est tout de suite en fait sur cette action de code, sur ces codes-là en fait. Et alors que lorsqu'on a le regard de l'artiste, la force en fait de l'art, c'est vraiment de pouvoir bouleverser tous ces champs-là en fait. Et à un moment de dire non, si moi je décide que le ciel est au niveau de la mer et que la mer est au-dessus de notre tête, c'est ma définition, c'est mon regard, c'est mon point de vue et j'institue de la sorte. Est-ce que ça Non. suffit? Mais déjà, c'est un premier contact pour mieux percevoir et comprendre l'œuvre. Parce que dans tous les cas, à mon sens, il y a toujours deux lectures à l'œuvre. Il y a la lecture que fait l'artiste dans le cadre de sa création, et il y a le regard que va poser le spectateur, le public dessus, avec ses propres références en fait. Et le décodage se fait... C'est très intéressant, mais à quel moment, qui a raison? Est-ce que le public peut avoir plus raison que l'artiste? Ça, c'est une vraie question. Oui. Dans les échanges que j'ai pu avoir sur mon travail, je dis souvent que le public révèle des choses inconscientes du travail de l'artiste. Donc on n'est pas dans un rapport de qui a raison ou pas, c'est plus un complément. Moi, en j'aime fait. pas tellement ce genre de réponse où tout le monde est content et que personne n'a raison. Ça veut Donc, pas en dire fait, que tout le monde est non, content. à un Attention. moment, il faut que quelqu'un ait raison quand même, ou pas. Mais Non, est-ce ça veut pas dire c'est que- la raison? Est-ce que le mot raison est... Est-ce que c'est le bon terme? Le bon terme. Est-ce qu'on a déjà comparé ce tableau au Saint-Suaire? Non. Est-ce que quand j'en parle, est-ce que c'est complètement étranger pour toi? Non, ça n'est pas étranger, Mm. mais... On peut pendant voir un que tu peu, non? dis L'idée de la trace, que c'est-à-dire je regarde- que le tableau est comme une sorte de témoin de quelque chose qui s'est passé. Mais c'est ça, oui, c'est ça en fait. Mm. Oui. Et effectivement, Non, vas-y. mais effectivement, quand tu le disais, qui a raison? Est-ce qu'il faut une raison? Tu viens de dire quelque chose que je n'avais pas vu et qui n'est pas complètement étranger à ce que je pensais en faisant le tableau. Mhm. Mais est-ce que je m'étais arrêtée Et pas dessus? étranger comment? À quoi tu pensais? Ben, À Dieu? Non, je pense que Dieu est là et moi je suis là. Et le Christ Donc, alors? Mais le Christ est là et moi je suis là. Mais la résurrection, Et la résurrection est là et moi je suis la crucifixion. là. Pareil. Mais ça ne veut pas dire en même temps. Non, mais tu dis que tu je y ne vais pensais pas, quand même et que oui. Non, comme en si fait- tu as dit tu y pensais comme si tu y pensais et que tu as poussé Non. cette pensée hors de ton esprit au moment où tu l'as fait, mais que cette pensée est En venue. fait, tu sais, quand je... Je parle du Saint, tu parlais bien du Saint-Suaire, non? Saint-Suaire, oui. Puisque quand j'ai fait le tableau, comme je te dis, je l'ai fait à plat. Et en général, moi, quand je fais les tableaux à plat, j'aime bien les avoir à la verticale.
Donc, en prenant du recul, effectivement, ce que tu as à la verticale, c'est pas forcément ce que tu as à l'horizontale, c'est pas forcément ce que tu as à la verticale. Donc, en prenant du recul, effectivement, j'ai eu au moins 2 jours pour pouvoir le regarder, heureusement. Donc, des images me sont venues, mais effectivement, ça m'a ramené à une empreinte, ça m'a ramené à des choses, mais oui, j'ai pensé à une trace en tout cas, à une trace. Parce que pour lui, ça n'a pas bien fini vraiment. Pour Jésus-Christ. Je parle de l'homme, hein, pas du mythe. Le truc c'est que maintenant, presque entre guillemets, on s'en fout de l'homme et c'est le mythe qui reste. Pas tellement, parce que tu dis que le mythe est de l'autre côté et toi tu es là, donc moi je veux... Oui, pour moi. Voilà, donc moi je veux plutôt te parler de l'homme, puisque tu ne crois pas au mythe apparemment. Pour l'homme, mais je ne crois pas à l'homme non plus, c'est ça. Non, mais enfin on est là, on existe, je veux dire, oui, on est là. Non, mais je veux dire, tu crois que l'homme existe, je veux dire, on est là où tu... Oui, non, j'ai pas à croire, je regarde quand même, je vois. Mais non, mais donc je veux dire, en tant que vie humaine, en tant que vie humaine, pour lui, en tant que personne, ça c'est pas bien fini, disons. C'est vrai que ça c'est pas bien fini. Et comment ça s'est fini pour lui alors? Ou elle? C'est pas fini. Ah, on sait pas. Non, mais ça c'est pas fini. D'accord. Ça c'est une partie. Le tableau est où? Le tableau est déchiré. Il est découpé puisqu'il a fallu laisser une partie au mur galerie et l'autre partie elle est chez moi. Donc vous avez coupé le tableau en deux? On n'a pas coupé en deux. J'aurais aimé le couper en deux, mais c'était pas ça. Ça ne s'est pas fait. Voilà. Mais il y a quelque chose à dire quand même. Alors le programme, c'est un programme auquel Cameroun a participé aussi, et qui est vraiment intéressant et qui permet de donner accès à un très grand nombre à l'art et aux artistes, mais en même temps, il y a une sorte de contrat que vous signez qui contraint, qui font que les œuvres sont détruites à la fin de l'exposition. Est-ce que pour toi, c'était pas tellement un problème parce que l'œuvre c'était une œuvre numérique et que par conséquent, elle peut être refaite. Tout à fait. Voilà. Mais le fait qu'elle puisse être refaite fait que donc l'œuvre n'était pas vraiment une œuvre ou c'était une sous-œuvre. Parce que ça crée un peu le débat parce que quelque part et puis aussi ça crée aussi le débat pour même les œuvres qui sont pas numériques parce que sachant que ça va être détruit ou pas vraiment détruit, puisque s'ils vendent l'œuvre, ils ne la détruisent pas. Tout à fait, ouais. Donc c'est un petit peu une sorte de position un peu ambiguë, mais sachant ou se disant que finalement je participe à ce truc, mais que ça risque d'être détruit, est-ce que les artistes, du coup, ne se donnent pas vraiment à fond par rapport à ce qu'ils pourraient faire si c'était dans une exposition, disons à la Fondation Clément ou au MoMA, quoi? Alors, par rapport à ta dernière remarque, les artistes ne se donnent pas à fond. Moi, je n'ai pas ce process-là. C'est-à-dire que je fasse une œuvre, j'exagère volontairement, pour un enfant de 10 ans ou pour une institution, je mets la même énergie, la même énergie de création, en fait. Donc, quand j'ai investi les murs galeries, avec justement effectivement ce laïus que l'œuvre serait détruite à la fin, qu'en tout cas on ne pourrait pas la récupérer sauf si elle est vendue à un tierce, je n'étais pas dans une démarche de me dire je vais travailler à 59% parce que je sais mais en même temps, tu me dis que ça t'a pas trop dérangé parce que le niveau de qualité de finition de l'impression n'était pas au top niveau. Non, ça n'est pas mon attente en fait. D'accord, mais est-ce que tu aurais pu vendre l'œuvre quand même? Alors, dans l'État, oui. Lorsque j'ai même échangé avec les organisateurs, non. Voilà, mais tu l'as quand même exposé. Je l'ai quand même exposé. Donc en fait, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire de ça, parce que du coup, le spectateur n'a pas accès au top de ce que tu pourrais faire. Et tu as quand même... Attends, laisse-moi finir. Et tu as quand même accepté de l'exposer en l'état, sachant que elle allait être détruite de toute façon. Alors... Donc même numérique, on peut faire ce procès. Oui, on peut certainement faire le procès, mais là où moi j'étais pas dérangé, même si
la qualité était bonne pour une présentation. Mais non, mais une présentation. Non, c'est important de l'avoir en tête parce que. Mais non, c'est pas une présentation. C'est pour la monstration, si tu préfères. Non, c'est pas une monstration parce que moi, par exemple, je veux pas être un public de deuxième zone ou de deuxième catégorie. Si moi je suis là, je viens voir l'expo, moi je veux voir l'œuvre telle qu'elle doit être. Mais on la voyait telle que... non, puisque tu dis que c'était pas le top de la présentation. Non, c'était pas le top en qualité d'impression pour ce que j'attendais en fait. En fait, tu comprends ce que je veux dire. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais dans le sens où c'était pas pour moi, attention, attends, laisse-moi finir. Ouais. C'était pas une œuvre qui était une présentation, une proposition qui était amoindrie en termes de qualité, en termes de qualité de création, mais comme la particularité du numérique, c'est que, et là, moi, où justement j'ai eu à batailler pendant un certain temps, au-delà de ce format-là, c'était de trouver une qualité d'impression correspondant à mes attentes. Et sur ce format-là, qui n'est pas mon format de base, c'était 1,90 sur 1,70 m, donc le type d'impression qui était proposé, parce que le temps a fait que, et on n'a pas trouvé, même moi de mon côté, de... Mais aussi le fait que tu savais que ça allait être détruit. Alors, non, que si elle était vendue, tu aurais pu offrir à l'acheteur une nouvelle version imprimée à ta moi, mon intention, elle était là. Elle était claire à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu dis, toi? Mon intention, elle était claire, elle était là. J'entends, oui. Tu vois? Qu'est-ce que tu dis, toi? Donc ça veut dire quand même que peu importe, quelque part, que ton œuvre ne te reflète pas complètement, sachant que de toute façon, elle a des tweets, tu ne t'es pas donné comme tu te serais donné pour une œuvre, en tout cas, qui n'allait pas être détruite, en tout cas, mais qui te représente complètement. Il parle de l'impression, il parle pas de... Oui, mais de l'impression, de toute façon. Oui, mais de toute façon. Non, quand tu dis que je ne me suis pas donné, je le répète, j'ai fait le travail avec la même intention. Mais dans la finalité de la production, c'est la finalité de production qui fait que... Non, mais c'est ça. Et toi, alors? Parce que dans la réalisation, pas ton accouchement, je veux dire, mais quand tu faisais ton liquide amniotique, comment ça s'est passé? Je veux dire, par rapport au fait que tu savais, ou tu pensais, qu'il y avait cette contrainte. Oui, mais pour moi, j'ai pas pensé à la contrainte en fait. J'ai juste pensé à faire une œuvre, à créer en fait. D'accord. Et une fois que l'exposition eut été finie et que tu t'es retrouvé face à ce dilemme finalement, que tu as signé un contrat qui donne le droit de détruire ton œuvre, et en même temps que tu as une œuvre en face de toi où tu as le sentiment qu'en fait il y a un problème avec le fait de pouvoir détruire une œuvre que tu as faite sans raison réelle, quoi, à part un bout de papier qui est signé, quoi. En fait, justement, à ce moment-là, je leur ai demandé pourquoi alors, est-ce que ce serait pas mieux, avec toutes ces œuvres et toutes ces sessions, de créer un fonds d'œuvre, d'avoir justement des œuvres, puisqu'il y a plusieurs sessions, et permettre justement d'avoir une expo, d'autres expos de différents artistes, et au lieu de détruire. Mais là, on rentre dans la politique culturelle. J'évite de faire un petit peu, mais en tant qu'artiste, est-ce que toi, comment tu vis ça, je veux dire? Parce que maintenant, aujourd'hui, on parle d'une œuvre, on vient d'en parler, on en a parlé pendant un petit moment, beaucoup de gens vont la voir, mais plus personne ne la verra. Disons que elle a eu son temps, elle a été produite pour ça, puisque je savais effectivement qu'en signant le contrat qu'elle aurait été détruite. Donc... Mais est-ce que tu as le sentiment que le contrat est juste, ou est-ce que tu gardes un peu un sentiment d'injustice? Je garde par rapport à la réaction de ceux qui ont... Enfin, de tout ce qui s'est passé, tout ça, là? Voilà, oui. Un petit peu quand même. Un petit peu, parce que, bon, c'est leur réaction, en fait, qui ne m'a pas plu. C'est leur réaction. Mais, bon, sinon, effectivement, bon, cette œuvre, elle a eu son temps. C'est une œuvre, de toute façon, je ne m'arrête pas là, et au contraire, donc je crée. La vie continue. Et l'autre œuvre avait un autre... Parce que le thème, c'était le liquide. Liquide, oui. L'autre, c'était la mort de l'ours blanc, en fait. D'accord. Et toi, dans le liquide, en fait, tu avais des gens qui fondent au soleil.
Non, pardon, non, c'est pas cette œuvre-là. Oui, pour contamination. Non, pas pour contamination, mais je pense que l'œuvre dont je parle, c'est pas celle que tu as présentée. Celle dont on a parlé Voilà, ce matin. Tu l'as pas présentée là. Non, j'ai pas présenté. Mais elle parle aussi du chlordécone. C'est 2 œuvres en question, effectivement. Voilà. Et celle que tu as présentée au Mur Galerie, c'est celle-ci là. Contamination. Voilà. Ouais. Et alors, c'est contamination, monstruation, crime, génocide, colonie, c'est ça? Tout à fait. Et donc, c'est quoi monstruation? Alors, concernant la réalisation de cette œuvre, c'était dans la continuité du travail de réflexion que je menais sur le chlordécone. Et ça a été en fait un moyen pour moi, à travers cette production, de capitaliser différentes réflexions que j'avais menées sur des dessins, des dessins, on va dire, de manière détachée. Et le mot monstruation, en fait, c'est un mot valise que j'ai recréé, si je puis dire, entre le jeu de mots entre monstruation et le côté monstre, en fait, de la chose. Parce que lorsque je suis retourné au pays, justement, comme je disais, donc j'apprends ce qui se fait en lien avec le chlordécone. Et une des informations qui m'est revenue à l'époque, donc il y a maintenant 4-5 ans à peu près, c'était que sur la région de Basse-Terre et le sud en particulier, des jeunes filles avaient eu leurs règles beaucoup plus tôt. Donc une problématique de santé s'était posée pendant un certain temps. Et du coup, pour marquer justement ce point négatif, ce point de santé, dans la mise en scène de contamination, j'ai voulu le marquer de nouveau en fait. Mais voilà. C'est avéré que c'était lié à ça. Oui. C'est une chose en fait, lorsque j'ai eu l'information, j'ai entendu à l'époque à la radio, j'ai cherché, je me suis renseigné, effectivement, ça a duré bien heureusement un laps de temps et c'était vraiment sur un petit territoire que l'incidence a eu lieu en fait. D'accord. Donc du coup, le premier tableau dont on parle, qui se nomme Blood Banana Flood, a été justement la première entrée en matière concernant justement la réflexion autour du chlordécone avec ce point concernant les jeunes filles. Et dans contamination, je l'ai développé davantage en fait. Et c'est ce tableau, la contamination du coup. Et menstruation, liquide amniotique, tout ça, c'est très féminin, non? Oui, c'est très féminin. C'est des interrogations humaines. Parce que là, il y a du sang aussi sur les... Ce sont des tombes, non? Oui, à la fois c'est des tombes et c'est des bornes kilométriques. La symbolique des bornes, en fait, c'était pour marquer mon temps de réflexion par rapport à l'événement. Mon arrivée en Guadeloupe 2017 et l'année où je présente l'œuvre 2019, donc cette période d'interrogation et de travail autour du chlordécone. C'est ça. Et donc tu me dis que ce personnage, que je me disais peut-être c'était toi parce que c'est à peu près noir avec des cheveux un peu courts. Avec... Non, loin de là. Non, du tout. Et avec une barbe, mais tu dis que c'est pas toi, mais que c'est pas loin. Et en même temps, il est bâillonné de sparadrap ou de... C'est quoi? Exact. Parce que scotch en fait. D'un scotch, simplement, il ne peut pas parler le personnage. C'est ça. Mais ça fait beaucoup sur le même table, sur la même image. Mais en fait, c'est tout un code de lecture que j'ai commencé, à l'époque commencé à instituer. C'était pour marquer que, en lien de contamination entre autres, dans la paire de lunettes du personnage, lunettes du personnage, on voit que le personnage en fait lit des informations. Ouais, parce que c'est dans l'autre sens. Hein. Exactement. Ouais. Et du coup, l'interprétation que je fais de ça, c'est les raisons imagées forcément de pourquoi la mise en place du chlordécone aux Antilles et en Guadeloupe en particulier. Et ce personnage-là, prenant connaissance de ça, il est en quelque sorte bâillonné en fait. Il ne peut pas dire voilà ce qui se passe. Donc d'où le scotch sur sa bouche. Et du coup, c'est son corps qui vibre vis-à-vis de ça. La larme à l'œil, le fait qu'il dégouline vis-à-vis de ça, le choc de l'information fait que son corps réagit, en tout cas son visage, puisque je traite que le portrait, son visage réagit par rapport à cette incidence. Et donc, ce personnage, c'est pas toi, mais c'est qui? Dans mon processus de création initiale, j'ai créé une série de portraits en fait. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Non, mais avant d'arriver là, lui, c'est qui?
C'est justement, c'est une création. Il a un nom ou pas? Non, il n'a pas de nom. C'est vraiment une création aléatoire. D'accord. Une création pas vraiment aléatoire, une création dans un processus de création de plusieurs personnages. Voilà, tout à fait. Et donc tu me disais que ces personnages sont très proches de... je veux dire, pour aller vite, hein, mais de la race noire. Alors, ça va. Mal dit. C'est mal dit, ça va même au-delà de ça en fait. C'est-à-dire lorsque j'ai fait le premier l'élément 0 qui était mon autoportrait et que j'ai commencé... C'était quand? En 2014. D'accord. En 2014. C'est où? J'étais au sein d'une association d'artistes à l'île de la Réunion à l'époque. Exact. Et c'est sur mes temps morts, comme je fais du management culturel, j'ai repris le dessin. Et juste pour qu'on comprenne, parce que tu es un artiste numérique. Tout à fait. Donc du coup, quand tu fais cet autoportrait, tu le fais avec une tablette, tu prends une photo de toi qui existe et tu le fais un peu stylisé, tu le mets dans un filtre Instagram. Comment le numéro 00? La question est hyper importante. C'est vraiment aucun de ces processus-là. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je dessine uniquement avec la souris. J'utilise pas la tablette, le stylo. J'ai accès à tout ça, mais c'est pas mes outils de base du tout pour la création. Et dans la création de mes portraits, en fait, lorsque j'ai fait le premier élément et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis parti de la forme ovale, du rond simplement, que j'ai écrasé, allongé et que j'ai juxtaposé les uns à côté des autres. Et lorsqu'un profil se faisait premier abord, là, je rentrais dans le détail du visage. Et même pour mon autoportrait, c'est un autoportrait, je ne vais pas dire... c'est un autoportrait, parce que je sais que c'est moi que je représente, mais en prenant ce code-là, et après ce code, quand je parlais justement de forme aléatoire, je l'ai démultiplié à chaque fois pour créer les autres personnages, en fait, les autres portraits. Mais jamais avec une intention de me dire, je vais représenter, j'exagère, Michael Jackson, je vais représenter un tel, non. C'est vraiment le côté aléatoire du positionnement des ronds. Tu dessines un peu au crayon? J'ai cette compétence-là, de par des études en fait. La peinture, nature morte, portrait. Ce que tu réalises, en tout cas, c'est avec la souris. Exactement. Mais quand tu pars avec un dessin déjà fait ou tu crées complètement avec la souris? Je pars avec... Alors au départ, à cette époque-là, je partais encore avec un croquis. Quand j'avais une idée de thème, je positionnais plus ou moins les éléments. Mais aujourd'hui, je pars directement sur la feuille, je vois ce que ça me donne, j'agence. Quelle différence que ça fait en fait? C'est-à-dire? La différence d'être avec la souris, parce qu'avec la souris, tu es devant l'écran qui est vertical, avec un crayon ou avec un truc, tu es à l'horizontale. Et tu parles de crayon tablette ou crayon tablette, non, même pas un crayon tablette. Oui, un crayon classique. Je pense que c'est le rapport, il y a un rapport à l'œil qui est différent en fait. Lorsqu'on dessine à la main, on est directement, enfin l'œil voit directement ce que sa main fait, alors que lorsqu'on est sur l'ordinateur, de par le travail de la souris, on suit différemment et on oublie en fait cet outil-là. Du coup, moi j'ai un rapport qui est pas forcément, je vais traduire peut-être différent par quelqu'un qui dessine, puisque j'ai un écran, j'ai un autre... En tout cas, ma main, elle n'est plus visible, en tout cas dans mon processus de création. Je sais directement à l'écran que je mets les choses en forme, en fait. Est-ce que tu veux que c'est plus ton trait, si tu avais des crayons, c'est un trait... c'est un trait informatique. C'est même pas un trait, c'est des formes. Toi, tu pars de formes. Exactement. Tu pars des formes et tu les tritures jusqu'à ce qu'elles rendent quelque chose. Exactement, je les triture. Voilà, je prends des formes. D'accord. Et un carré, un rond, un machin, et alors, et après, petit à petit. Voilà, c'est ça. Donc, du coup... C'est pas du dessin au sens traditionnel du terme. Okay. C'est ça. Et du coup, tes personnages, il y en a une centaine à ce jour. Et ça continue. Non, j'ai arrêté. Mais tu m'as dit que je pouvais être dedans. Non, en fait, pourquoi je dis que j'ai arrêté, c'est que pendant 3 ans, j'ai fait ce processus. Après les 3 ans, j'en ai fait peut-être, on va dire, de 2017, 2018 à l'heure d'aujourd'hui, j'ai dû en faire une vingtaine. Mais, on va dire, le processus même de création, je l'ai démultiplié pendant cette période-là de 3 ans, en fait. Et au bout des 3 ans,
je dis souvent, c'est soit effectivement pour moi prendre davantage de plaisir, il fallait que je rentre dans une autre démarche. Et c'est là que ce que j'appelle moi mes pieux fantômes, ou ce qu'on voit dans Contamination, les personnages points, c'est là que justement ces différents personnages ont commencé à prendre naissance pour répondre à des problématiques de société. D'accord. Donc, au-delà du portrait même, en fait. c'est ça. Donc, en fait, c'est-à-dire que tu as créé une galerie de portraits, et maintenant, tu fais en sorte que cette galerie de portraits puisse participer à une histoire que tu veux raconter, que tu veux, dont tu veux te rendre un peu l'écho, quoi. Voilà, c'est ça. Mais cette galerie de portraits, tu me dis qu'il n'y avait pas de Chinois dedans, ni de représentants du peuple inuit. Alors, souvent, dans le processus de création, bon là, on ne pourra pas le voir malheureusement, je suis parti sur... J'ai tenté en tout cas de représenter le maximum de... J'aime pas ce terme-là puisque ça n'a pas de sens en soi quand je dirais nationalité, d'origine ou d'orientation d'un point de vue géographique. Mais je pensais que mais je reviens un peu à ma première question qui est mal posée parce qu'il me semblait que tu disais qu'au contraire que l'ensemble de tes personnages restait plus dans une sorte de monstration des différentes façons d'être noir. Voilà, tout à fait. Voilà, mais c'est pour ça que Mais quand on parle de ça, si tu vas par exemple... pour prendre, voilà, tu parlais d'Inuit ou asiatique, de pays asiatiques. Si tu vas en Asie ou autre, tu vas trouver des asiatiques de couleur noire et en teinte de peau en fait. Noir de peau. Voilà, donc noir comment pour toi? Noir de peau avec toi, les traits asiatiques. Oui, mais quand tu dis noir, pour toi, c'est noir ou africain? Ah non, ça c'est autre chose. Si on parle d'Afrique, on parle d'un territoire. Là, mon travail n'est pas sur... Oui, mais pour parler de race. Non, mais je parle pas de race, c'est toi qui parles de race. Moi, je parle pas de race dans mon travail. Moi, je ne sais pas, je demande. Non, mais justement, je parle pas du tout de race dans mon travail. Mais donc, du coup, pour toi, noir, c'est une couleur. C'est exactement. Pas une race. Non, non. D'accord. Dans mon travail. Donc, un Indien de Calcutta peut être dans ta galerie de portraits. Bien sûr. Et il y a même des types qui pourraient rappeler les Indiens de Calcutta. D'accord. Et est-ce que Sandrine est assez noire pour être dans ta galerie? Justement, le travail que j'ai fait, c'est un travail de phénotype aussi sur les différentes teintes de peau. Donc toi, Sandrine... Oui, et un blond aux yeux bleus. Il y a des noirs aux yeux bleus. Aux yeux bleus et blonds. Je vois. Donc on peut retrouver toutes ces catégories-là. Après, en fait, ce qui bloque l'imaginaire très souvent, on est sur la teinte de peau, alors qu'il y a le phénotype, il y a tous ces codes-là qui... Est-ce que... De toute façon, un blond aux yeux bleus peut être noir. Oui. Ben oui. Oui, tout à fait. Ok, physiquement parlant, les blonds aux yeux bleus. Comme Joyeux de Cocotier, par exemple. Par exemple. Ben oui, Joyeux de Cocotier. Il est blond, je pense qu'il a les yeux bleus, mais même si il doit avoir des yeux dans notre marron clair. Je sais pas, mais sont clairs. Et toi, tu as des yeux marron clair, t'es pas... Oui. Mais je suis pas blond. Mais en tout cas... être blond aux yeux bleus, d'accord, mais ça n'empêche pas d'être noir. Non. Ça n'empêche pas d'être noir à l'intérieur, ça n'empêche pas d'être noir dans ses pensées, ça n'empêche pas d'être... Alors, est-ce que tu t'arrêtes sur noir physiquement, biologiquement, ou est-ce que tu... Le noir, pour toi, c'est justement comme la pensée noire... Voilà. Alors, la question un peu, c'est est-ce que noir... C'est une race ou c'est une couleur? Dans mon travail, c'est une couleur, mais ça va même au-delà de la couleur. C'est-à-dire que... Mais moi, je suis pas... Non, laisse-moi finir, tu vas comprendre. C'est-à-dire que mon travail se nomme The Brown Family. Souvent, par réflexe, les gens se disent, j'aurais pu l'appeler The Black Family, donc la traduction, la famille noire. Mais même dans The Brown Family, je suis pas dans une relation de couleur pour la famille marron, le sens premier du terme, en fait. C'est-à-dire que le mot brown... s'est transformé petit à petit, en fait, par la réflexion, parce que je voulais pas rentrer dans ces codes de couleurs qui forcément, j'ai envie de dire, stigmatisent d'un point de vue à la fois positif comme négatif, en tout cas sont chargés émotionnellement. Du coup, Brown est devenu un acronyme qui, dans l'interprétation que je fais, signifie réalise-toi, mets-toi en action, qui est dans la continuité en fait de mon travail, puisque Brown, concrètement, l'acronyme c'est Black realize their own world now. Donc la traduction littérale, les Noirs réalisent leur propre monde maintenant. Leur propre monde maintenant.
Mais de par mon parcours à la fois professionnel, social et mes intentions artistiques, l'interprétation que j'ai faite justement de cet acronyme-là, c'est de se réaliser, se mettre en action. Donc c'est dépasser vraiment les clivages en termes de couleurs, c'est plus une relation humaine, un positionnement humain en fait. Parce que quand tu dis ça, on sent quand même une obstruction, si tu veux. Tu vois, que tu dis par exemple, non, comme si c'était pas possible avant. Tu vois, quand tu parles de code. Donc, moi, je suis un peu sensible parce que tu sais, j'ai fait une œuvre au Memorial Act où j'ai créé un code couleur, tu vois. Et mon idée, c'était aussi de dire que pour mieux comprendre qui on est, on a besoin de certaines clés pour décoder ce qu'on voit parce que c'est un peu caché, c'est compliqué, quoi. On est un peu emmêlé. Et plutôt, je regardais une des œuvres un peu abstraites de Sand qu'elle a appelée préfabriquée. Tu vois, et donc j'ai dû un petit peu discuter avec elle pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce fameux préfabriqué. Et moi, je l'ai vu un peu comme ce qu'elle dit, qu'on est un peu comme, tu sais, comme si tu achètes une maison qui est préfabriquée et que tu la fais venir d'ailleurs et tu dois la monter ici, quoi. Et elle fait c'est un petit peu ça, non? Et que tu fais un rapprochement entre ça et le fait que notre peuple lui-même vient d'ailleurs et qu'il est amené ici, mais qu'on doit remonter la maison, mais entre-temps on a perdu le plan, quoi. Ben oui. Et donc il y a un petit peu, il y a une relation un peu comme ça. Oui, de toute façon, oui. Comme on est des, je parle des préfabriqués, on est l'assemblage, si on veut, nous, tu regardes toi, je te regarde toi, je me regarde moi, on est quand même l'assemblage de tous ces cultures, de tous justement ces apports extérieurs qui font de nous qui on est. Que ce soit d'Afrique, que ce soit de la Caraïbe, que ce soit d'ailleurs, mais en tout cas ce métissage existe. Et le truc, c'est que où nous, maintenant, et on doit se positionner, et où on se positionne, comment on se positionne en fait, parce qu'on a effectivement ces descendances, mais on ne les a pas vécues. On ne les a pas vécues, on les vit à travers les ondits, à travers ce qu'on va chercher, à travers les traces, en fait. On parlait d'archéologie à travers un peu ces morceaux-là. Et on est l'assemblage de tous ces morceaux-là. Donc, il y a de toute façon un peu de ça. On ne peut pas s'en défaire. Même si on dit non, je ne suis pas noire, non, je ne suis pas asiatique, non. Mais bon, on ne peut pas s'en défaire, puisqu'on est l'assemblage de tout ça. Et toutes ces personnes, tes centaines de petits personnages, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils ont des noms? Non, pas de nom. Pas de nom. Il y en a trop en fait. Non, il n'y en a pas trop, puisqu'en fait ça me permet, moi, chaque interrogation que je fais, de prendre un pour justement lui donner vie et continuer ce parcours-là. Et c'est pour ça, en fait, dans le Réal Histoire Mettant en Action, c'est en tout cas prendre connaissance d'un point de départ, d'un fait, et comment se construire à partir de ce point-là pour continuer d'avancer en fait. Donc on est dans une forme de continuité. C'est pas... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On est dans une forme de continuité de la connaissance de son passé, mais on n'est pas figé sur un temps, le présent. C'est de ce qu'on a, comment on se projette et comment on continue d'avancer par rapport à ça. Est-ce que vous avez prévu des questions ou pas, vous? Moi, en fait, si j'avais une question en lien avec le corps, en fait, puisque tu utilises beaucoup, ou tu parles beaucoup du corps en lien avec ton travail, au bout d'un moment. Et c'est vrai que j'avais vu, on en a parlé plus ou moins dans Amniotique, quel était le lien que tu faisais avec le corps et ton travail, justement. Pour moi, le corps, on peut parler du... Ce que je vois devant moi quand je vois quelqu'un ou ce que je regarde, enfin, il y a le corps humain, il y a le corps, la structure, il y a le corps, l'arbre. Le corps, pour moi, c'est ce qui est présent, ce qui est matériel, en fait. Et ça ne s'arrête pas au corps humain. Mais je pense qu'il parle du corps humain et de ton corps, hein, non? De mon propre corps. Non, du corps humain. Le corps même, le corps l'enveloppe même.
c'est ce que je ressentais en tout cas dans certaines interviews, certaines propositions, en tout cas en lien dans la continuité de l'amniotique. Cette présence du corps, tout en ayant cette absence physique, ou quand tu parlais d'illustration, on le sent présent en fait toujours en fait. Mais ça se voit, ça se ressent en tout cas dans amniotique, mais ça se ressent aussi dans d'autres peintures. Vraiment énormément de choses de toute façon découlent du corps. C'est avant que la personne parle ou avant qu'il y ait un geste, c'est le corps qui parle. Le corps quand même, c'est la première chose qu'on voit avant qu'on ne parle, qu'on ne discute. C'est la présence physique en tout cas. Après le corps lui-même, alors je peux parler du corps de la femme ou du corps de l'homme, mais c'est quelque chose de magnifique pour moi. C'est quelque chose de sensuel, qui veut dire beaucoup, qui s'exprime, ou pas. Mais j'ai l'impression que tu parles de choses que tu magnifies un peu, qui te concernent personnellement, mais tu en parles. Tu parles de celui des autres, un peu, j'ai l'impression. Parce que toi aussi, tu as un corps. Oui. Peut-être que quand je parle de celui des autres... Parce que, par exemple, en parlant de ton corps, par exemple, tu vois, tu t'es tatoué, t'es percé, tu avais des locks, t'as coupé les locks. Je veux dire, tu as une interaction aussi, tu as une action plus sur ton corps à toi. Bien sûr, mon corps... mais quand on te pose la question, tu parles du corps en général, mais comme s'il était extérieur à toi. Non, peut-être. Alors, peut-être que j'ai mal dit. Effectivement, quand je parle de ce que je vois, c'est ce que je disais. Mais mon corps à moi est très présent. Comme tu vois, les tatoués, les percés, les baguets. Et mon corps, c'est le premier exemple, en fait. Mon corps reflète ce que je peins. Et effectivement, je teste ce que je peins sur moi. Je teste ce que j'ai envie de faire, comment mon corps réagit. Quand je peins, c'est à lui que je parle. Au premier abord, c'est à mon corps. La façon dont je me sentirais, comment est-ce que je peins, la façon, si je suis bien, qu'est-ce qui va rejaillir sur la toile. Mais c'est sûr. Mais par exemple, Cameron dit que son numéro 00, c'est lui-même. Exact. Et toi? Où est-ce que tu es dans les tableaux? Est-ce que c'est ton liquide amniotique? Je ne sais pas si je me définis en tant que, dans les tableaux, en tant que moi ou en tant que... Parce que ce que je vois, peut-être quand je peins, je ne me vois pas forcément. Il y a une partie de moi, de toute façon. Je vais traduire à ma façon. Mais je suis de toute façon dans les tableaux. Mais je ne vais pas me représenter. Ma main va servir à un canal, deux canaux. Est-ce que c'est de la pudeur? Est-ce que tu oses pas? Ou est-ce que c'est une sorte de tabou? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas de la pudeur. Ce n'est pas que je n'ose pas. Après, t'inquiète pas, je suis en train de penser à des trucs à venir, justement, je suis en train d'en parler, à des trucs que j'ai envie de faire, justement, de mettre le corps en avant. Lequel? Le mien. De mettre mon corps en avant, de le faire parler. C'est effectivement, de quoi? Tu as raison, d'énormément de choses, peut-être de ce que je n'ose pas dire, de ce que j'ai envie comme de quoi? dire. Comme quoi, peut-être des choses taboues de sexualité, mais pas dans le sens vulgaire, mais de dire les choses comme elles sont, ou comme je les vois et que je n'ai pas... Comment elles sont? Pour moi, au niveau de la sexualité... Ou autre. Comme elles sont un peu hachées, des fois elles sont des bandades, dans le sens où les choses sont dites, mais elles ne sont pas dites, elles sont hurlées en fait. Elles sont hurlées, mais hurlées fort ou hurlées à fun? Tu vois de quoi je parle? Tu sais, c'est-à-dire des fois tu as des hurlements comme dans un rêve, mais qu'on n'entend pas. Ouais. Elles sont peut-être justement... Parce que toi, est-ce que tu as le sentiment qu'on t'entend ou qu'on te voit?
Alors, c'est peut-être comme tu disais tout à l'heure, je ne fais pas en sorte qu'on m'entende ou qu'on me voit pour l'instant. Jusqu'à maintenant, j'ai pas fait en sorte qu'on m'entende ou qu'on me voit. Donc ton hurlement était un peu effectivement un peu aphone. Aphone parce que tu voulais pas, tu n'osais pas, ou que je n'avais pas encore compris qu'il fallait hurler, pas de façon aphone, mais hurler justement à se libérer, à juste dire ce qu'il y a à dire. Est-ce que ta centaine de personnages, est-ce que c'est pas 100 fois toi-même? Ça peut qui être 100 ensemble fois pour hurler plus fort? Ça peut être 100 fois même dans différentes conditions, dans différentes difficultés, certainement. Mais c'est vrai que forcément, à chaque fois que j'utilise un portrait pour répondre à une problématique de société, j'utilise ce portrait pour faire passer mon cri, en fait. Mon cri, ma forme de douleur, mon incompréhension. Donc c'est on pourrait dire ça, c'est des traducteurs en tout cas de ma pensée, sans pouvoir en tout cas, sans devoir moi me mettre en avant directement. Donc pourquoi Donc en fait vous avez un peu la même logique, mais même toi tu dis sans te mettre en avant, mais tu mets le numéro 00, c'est toi, mais en même temps il y a une pudeur encore en fait. Bah, l'élément 0 forcément c'est moi, puisque lorsque je parle de la pudeur. Oui, certainement il y a une pudeur dans le sens qu'il faut. Alors j'aime beaucoup dire ça, j'aime beaucoup prendre cet exemple-là, qui est pas forcément, j'allais dire entre guillemets bien scient. Voilà, tu pourrais écrire sur un tableau une insulte, mais au lieu d'écrire directement l'insulte, tu vas trouver un processus de création qui va emmener les gens à comprendre que c'est cette insulte-là que tu veux. Pourquoi faire le tour? Si, c'est un peu la même chose parce qu'il fait le tour. Pourquoi faire le tour? Ben, certainement par pudeur, par une forme de respect aussi, inconsciemment vis-à-vis de tes parents. Oui, vis-à-vis de mes parents, dans cette forme d'éducation et aussi dans cette forme de transmission aussi que tu vas avoir dans le cadre d'échanges avec des personnes lambda de différentes générations. Est-ce que l'artiste doit céder à la pudeur? Tu sais, souvent quand tu mets une forme de pudeur dans ton travail, je pense que tu vas être beaucoup plus explicite et plus fort que si tu marquais l'insulte directement. Est-ce que c'est une excuse? Oui, non, Non, je pense pas, parce que bon, selon ce que tu veux dire, alors aussi, mettre une certaine forme de pudeur, ça veut dire quand même te restreindre. Si tu veux dire, et fort te dit, bon, ouais, j'ai bien envie de dire ça, mais je vais le dire tout bas. Est-ce que la pudeur, c'est peut céder à la peur ambiante? Après, on est dans un monde où j'allais dire pas naturellement, mais plutôt facilement, les gens portent plainte pour... c'est quoi le terme favori? Pour un oui, pour un non. Oui, pour un oui, pour un non, mais souvent les politiques disent pour calomnie, pas harcèlement, mais voilà, enfin, j'ai plus le terme exact. Donc, parfois, tu peux te dire que vis-à-vis de ton travail, pour éviter une incompréhension, tu passes par des chemins détournés qui, toute la personne en bonne intelligence va le comprendre forcément que ça doit être destiné. De toute façon, quelqu'un, quelque part où il y aura une incompréhension. Quelle que soit la façon dont tu fais ton travail. Ce que Sandrine, je pense vous dire, c'est... et alors? Même s'il y a une incompréhension. Oui, quelque part. Dans un sens... disons que dans un sens... c'est pas ton problème, quoi. Si une ou deux personnes n'ont pas compris, tu peux pas être responsable un peu de la bêtise de ceux qui n'ont pas compris, quoi. Et voilà. Non. Par exemple, il n'y a pas de corps dans ton travail. Parce que ça entraîne uniquement son portrait. Mais c'est pas une raison. Non, si, parce que mon intention dès le départ, c'est pas de rentrer dans le détail. Oui, mais on peut toujours aller jusqu'au bout, pourquoi cette attention, etc. Mais les faits sont têtus, si tu veux. Il n'y a pas de corps. Mais pourquoi représenter un corps? Et pourquoi pas? Exactement. Pourquoi est-ce que elle veut? Pourquoi pas? Mais est-ce qu'on ne rentre pas du coup dans des habitudes conventionnelles de se dire une tête égale un corps égale... Après, effectivement, tout dépend de ce que tu veux représenter. Oui, mais non. Parce que oui, mais en même temps,
il n'y a pas de corps. Tu vois? Tu peux invoquer tout ce que tu veux, les raisons de pas. Mais moi, en tu vois, le corps du Christ, toujours tout la ça. même question. Mais pourquoi faut-il un corps? Pourquoi faudrait-il un corps? Pourquoi dans notre perception de création, je vais te dire pourquoi. Faut-il à chaque fois lorsqu'on met un portrait, voilà. Il faut une définition d'un corps? Est-ce que le portrait ne traduit pas, le visage ne traduit pas, en tout cas de par la force de l'imaginaire, la personne ne fait pas son processus, le reste? Il faut pas. Mais la raison est la suivante. C'est-à-dire que dans la création artistique, tout est un choix. Oui. L'absence doit être un choix. Ben justement, c'est ce que... Donc tu ne choisis pas. Tu dis pourquoi faut-il? Non, il faut savoir pourquoi. Non, mais moi j'ai fait le choix de ne pas mettre de corps. Mais pourquoi? Mais justement, je te l'ai dit au départ. La réponse ne peut pas être une question. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit... Pourquoi je ne fais pas de corps? C'est pour éviter de rentrer dans le détail. Et le travail du portrait, pour moi, est largement suffisant justement pour donner à voir ou traduire en tout cas les différentes émotions. Exactement. Je n'ai pas besoin de rajouter des éléments divers en fait pour enfin, moi, voilà, tu vois, inconsciemment, rajouter un corps, ça voudrait dire alourdir davantage le portrait, alourdir davantage le propos. Le visage suffit. Sur un visage, là, par exemple, on voit que tu souris, on comprend que tu es heureux. On n'a pas besoin de voir ton corps bouger. Ton visage est déjà expressif. Et je suis plus que juste mon sourire. Thank you very much. This is the end. Okay. Un mot de la fin? Merci. 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 Et stay one. Stay one, stay strong. And I will see you next time. Bye. À bientôt.